propose d'abord d'écouter nos intervenants et de laisser après en fait le temps de questions-réponses, surtout qu'une heure ça va passer très très vite. Et puis ensuite je vous inviterai à aller aux ateliers qui démarrent à 15h15. Je vous propose d'accueillir Monsieur Guérin, sociologue et professeur au groupe INSEC. Monsieur Guérin, je vous passe la parole pour faire l'introduction de cette conférence. Oui, c'est ça quand même. Merci les gars. Honorable compagnie, je vous salue. Alors, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? On m'avait dit qu'il y aurait des vieux. Bah là, je vois qu'une bande de jeunes. Ah, vraiment, ça va pas du tout cette affaire. Bon. Alors, faut que je change de lunettes? Oui. J'ai déjà changé de cheveux. Si en plus je change de lunettes, on va plus me reconnaître. Voilà. Et, oui, alors, on m'a demandé de dire quelques mots. Alors, on pourra en dire plein des mots. Peut-être le sujet, ça va être autour le numérique, tout ça, au service du bien vieillir et autres. Premier élément, je vous rappelle, vous êtes au courant, mais je vous rappelle que l'avenir est aux vieux. L'avenir démographique, puisque vous le savez, on a perdu le mode d'emploi pour faire des gosses. Les gens ne savent plus faire. Donc du coup, donc chaque année, il y en a de moins en moins, ce qui n'est pas nécessairement une bonne nouvelle, mais en tout cas, c'est un fait. Deuxième élément, qui est là une très très bonne nouvelle, c'est oui, il y a plus de vieux, mais l'âge a rajeuni. Vous prenez, là, vous avez une bonne cinquantaine tous, mais vous prenez des photos et vous comparez des gens du même âge que vous, il y a 20 ans, 30 ans en arrière. Généralement, j'avais fait un bouquin qui s'appelle Les Quinquados, où je demandais aux gens de venir, alors c'était autour de leur cinquantaine, je leur demandais de venir avec la photo de leur mère ou de leur père au même âge qu'eux. Et à chaque fois, c'était « Ah ouais, il fait beaucoup plus vieux que moi. Ah ouais, non, maman, elle était quand même beaucoup moins bien conservée que moi. » Vous voyez, c'était des trucs un peu comme ça. Et c'est vrai. Donc, la bonne nouvelle quand même, c'est on vit plus longtemps, ce qui est très bien, mais qu'en plus, on vit plutôt plus jeune, entre guillemets, ou en meilleure forme qu'auparavant. Ce qui est évidemment aussi une deuxième très bonne nouvelle. La troisième nouvelle, qui est moins une bonne nouvelle, c'est il va se passer plein de choses, et on va parfois oublier de demander l'avis au premier des gens concernés, c'est-à-dire par exemple les gens âgés. Et c'est là où intervient ce type d'événement, où intervient aussi le travail formidable du Gérontopole de Normandie, présidé par la encore plus formidable Valérie Egloff. Valérie, je l'ai rencontrée il y a très très longtemps. Elle m'impressionnait beaucoup parce qu'elle faisait de la politique. Chacun s'occupe comme il veut, hein. Mais en même temps, elle restait les deux pieds sur terre. Et j'ai fini par comprendre le secret, c'est qu'elle continue en grande partie de travailler. Donc tout ça faisait que ça lui évitait de dire un paquet de conneries. Toujours pareil, quand on garde un pied dans le réel, on est souvent plus dans le réel justement. Et puis voilà, puis la vie a fait, aujourd'hui, il y a toute une équipe, plutôt de gens jeunes d'ailleurs, autour du Gérontopole. La question, encore une fois, c'est ce qui va se passer demain, c'est comment on invente une société de la longévité, une société du vieillissement, avec tout le monde, ça veut dire avec les gens âgés, mais aussi évidemment avec des gens plus jeunes. C'est pas l'idée, c'est pas de chacun être dans son coin. Puis dans ce cas-là, ça va être hyper compliqué. Et là-dedans, on a, et on va voir avec vous, on a tout ce qui arrive, le numérique & co. Alors, toujours faire attention à la pensée magique. Il y a des gens qui pensent que parce qu'on parle technologie, on sauve tout. En ce moment, la mode, c'est l'IA, pas IAN. J'ai dit IA, intelligence artificielle. Il y a quelques années, c'était autre chose, puis voilà, et puis dans quelques années, ça sera certainement autre chose, mais il y a toujours des traces. Il se passera des choses, pas du tout ce qui est prévu, mais il se passera des choses, il y aura des effets de ces technologies. L'enjeu, la question, c'est comment vous, moi, nous tous, on fait en sorte que ces technologies soient à notre service et pas l'inverse. Et que ces technologies soient utilisables et pas juste comme ça un petit peu en théorie. Donc, tout est là, une grande partie est là. Et évidemment que ces technologies peuvent être parfois des solutions ou peuvent être parfois des emmerdements. Ça dépend un petit peu. Ou parfois des fausses solutions. Mais parfois, ce sont des vraies solutions. Et c'est ça qui serait intéressant avec vous, justement, de voir comment tout ça peut se transformer. Et c'est ça l'enjeu. Deuxième enjeu, c'est que, deuxième scoop, on dit la vieillesse. Comme on dit d'ailleurs la jeunesse, ça ne veut strictement rien dire. Il y a plein de manières de vieillir. Il y en a même sans doute de plus en plus, comme il y a aussi d'ailleurs plein de manières d'être jeune. Et sans doute que c'est alors à la fois intéressant et en même temps c'est un danger. Jamais on n'a été aussi hétérogène, jamais on n'a été aussi différents les uns des autres. Ce qui a un côté sympathique, mais ce qui pose aussi parfois problème quand on essaye de trouver destin commun. Il faut quand même
trouver des bases communes. Mais ce qui est intéressant, quand on parle sur les gens, alors on peut dire les vieux, on peut dire les seniors, on peut dire les aînés, on peut dire les adultes qui ont pris de l'âge, on prend le mot qu'on veut, on s'en fiche un peu, mais ces personnes-là, vous, moi, plein d'autres, sont de plus en plus différents, auront envie de plus en plus de faire connaître leurs besoins, leurs envies, leurs désirs, et ainsi de suite. Et donc, un des enjeux qui sera en partie utilisé avec les nouvelles technologies, ou avec les technologies tout court d'ailleurs, mais qui sera aussi et surtout une question de perspective, de démarche, où je décide, où je pense que les choses se construisent avec les gens, où je pense que moi j'en sais beaucoup plus et je vais construire pour les gens. Évidemment, la deuxième solution est moins agréable et souvent d'ailleurs beaucoup moins efficace. Parce que les gens, ils savent ce dont ils ont besoin, alors que les autres ne savent pas nécessairement. Et donc c'est souvent un mélange expérience, expertise. Tiens, d'ailleurs, j'ai mis le mot expérience. Vous savez, quand je demande à mes étudiants, imaginons que vous rencontrez à l'étranger quelqu'un et vous dites que vous travaillez sur les seniors. Comme vous ne savez pas le dire dans leur langue, quel serait le symbole ? Avec quel dessin vous allez leur expliquer que vous parlez des seniors? Alors déjà, le premier problème, c'est qu'il faut qu'ils trouvent une feuille de papier et un stylo. Une partie d'entre eux n'ont jamais vu un stylo ou une feuille de papier, parce que tout se fait... voilà. Une fois qu'on a fait ce premier travail, après, généralement, il y a le dessin qu'ils me font. À 99%. Alors, je leur parle de seniors. Je rappelle que senior, ça commence à 45 ans dans les entreprises, jusqu'à 115 ans, et ainsi de suite. Et le symbole qu'ils prennent à 99,99%, c'est quoi? Une canne. C'est ce qui résume dans leur tête. Voilà. Et quand je leur demande maintenant, on va changer de mot. On va prendre le mot expérience. Waouh! Parce qu'il arrive assez souvent que les gens qui ont vécu aient acquis de l'expérience. Pas toujours. Non, vous donnez aucun nom. Si monsieur, vous avez un nom déjà qui vous est apparu. Non, il y a des gens qui ont vécu depuis très longtemps et qui n'ont aucune expérience parce qu'ils ont toujours fait la même chose. Ça arrive. Et inversement, il y a des gens de 20 ans qui ont déjà des expériences assez étonnantes, voire parfois rudes, parce que la vie est comme ça. Voilà. Mais généralement, on acquiert de l'expérience avec le temps. Et souvent, quand je leur demande comment on dessine l'expérience, souvent c'est plus difficile qu'une canne. Et ce qui ressort à peu près à 60% des cas, c'est un livre ou une bibliothèque. Il y a cette notion un peu, on a accumulé des choses. Bibliothèque d'ailleurs, je vous rappelle que le grand poète Peul Ampateba disait un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Donc il y a aussi cette notion de se dire, il y a un savoir avec les gens qui ont vécu. Et donc c'est aussi ça qui est intéressant, c'est comment, encore une fois, expérience et expertise, comment on sait, avec des choses très très nouvelles, comment on sait aussi reprendre, valoriser, écouter, échanger, dialoguer avec les gens expérimentés, avec l'expérience. Et tout l'enjeu, il est là. C'est comment quelque chose de très neuf, c'est aussi dialoguer avec des êtres qui sont très anciens et qui ont justement cette somme d'expérience. Et il me semble qu'un des grands défis, ce sera de trouver les pistes autour de ça. Comment ça peut aider et comment on est capable de dialoguer avec tout cela. Le jeu, là, pendant une petite heure, ça va être autour de ce sujet. Alors, il y en a une qui se rapproche de moi. Elle m'a dit que si j'étais trop long, elle me tirait les cheveux. Et donc, je fais attention. Et donc, comme je suis très, très, très douillet, je vais lui laisser la parole. Merci, monsieur Guérin. Comme je vous le disais, nous avons plusieurs experts avec nous cet après-midi sur le sujet du numérique au service du bien vieillir. Et je vous propose maintenant de laisser la parole à monsieur Fabien Richard, responsable e-santé à l'ARS de Normandie, qui va nous parler du schéma stratégique régional sur la e-santé. Bonjour à tous. On l'a dit, effectivement, le numérique est une voie de progrès, d'innovation pour la santé. Et donc, il y a au sein de l'ARS Normandie un pôle qui ne s'occupe que de ça et qui veille à ce que ce numérique délivre la meilleure qualité possible pour le soin, pour lequel on va tous, le soin dont on va tous avoir besoin demain. Alors, l'exercice est un peu compliqué de vous exposer un peu tout ce qui revêt derrière le terme e-santé ou numérique en santé. Et donc on a fait des petits dessins. Si on peut avoir le slide suivant, s'il vous plaît.
on a rédigé ce qu'on appelle une feuille de route qui rassemble l'ensemble des sujets numériques, et pour que ce soit assez facilement compréhensible par la plupart, on a fait donc ce schéma qui se divise en 5 chantiers stratégiques. Il y a d'abord la santé numérique de demain, donc c'est comment on prépare ce que va être la technologie de demain. Il y a le numérique et l'accès aux soins, c'est aujourd'hui la manière dont on optimise l'accès aux soins grâce au numérique. Les usages numériques, et là on parlera notamment d'un petit sujet qui s'appelle Mon Espace Santé. Et puis il y a la sécurité. Vous avez tous sans doute vu les attaques cyber des hôpitaux au journal télévisé, et donc c'est un gros chantier également pour nous. Et puis c'est cette petite patte de droite là, la petite patte bleue là, le patient numérique, c'est un sujet assez nouveau. Avec l'arrivée de Mon Espace Santé, on se focalise de plus en plus sur la manière dont vous, les usagers et peut-être les patients, vous pouvez assimiler correctement et tirer le plein bénéfice du numérique. On va aller dans le détail de ces 5 chantiers de manière très rapide parce que j'ai que quelques minutes. Si on peut aller, voilà, le slide suivant. Alors sur la santé numérique de demain, vous avez trois domaines. Vous avez l'innovation et les nouvelles technologies. Là-dedans, juste pour vous dire que on essaie de fédérer tous les acteurs de l'innovation en Normandie pour arriver à accompagner les innovations. Il y a sur le territoire normand plein de super startups qui ont des idées fantastiques pour révolutionner la manière dont vous êtes soigné. Et donc l'idée, c'est de les accompagner et faire en sorte que ces projets émergent et puis se transforment et apportent de la plus-value. Sur la formation, évidemment, aujourd'hui, si la technologie arrive dans les mains des professionnels de santé et qu'ils ne savent pas les utiliser, c'est perdu pour eux et c'est perdu pour vous, pour nous, les patients. Et donc on les forme effectivement à un bon usage du numérique. Et puis la santé prédictive, c'est un phénomène assez nouveau, c'est un sujet assez nouveau qui va arriver. On parle souvent de responsabilité populationnelle, c'est-à-dire c'est utiliser toutes les données de santé qu'on génère aujourd'hui, et pas que les données de santé, des données aussi sociologiques, etc., et de recouper l'ensemble de ces données pour essayer de faire en sorte que les usagers d'aujourd'hui ne soient pas les patients de demain. Mieux vivre, prendre de meilleures habitudes de vie pour faire en sorte d'être un patient le plus tard possible. Et ça, c'est extrêmement important. C'est un sujet assez nouveau et je pense qu'on va en parler très longtemps. Sur le chantier numéro 2, on retrouve la télésanté, c'est-à-dire faire en sorte que si vous ne pouvez pas aller vers le médecin ou parce que vous êtes dans un désert médical, c'est pas une fatalité. La technologie peut permettre de raccourcir le chemin entre vous et le professionnel de santé. Il y a beaucoup de solutions qui sont mises en place aujourd'hui. On a par exemple depuis plusieurs années, l'ARS a financé, je crois, plus de 270 dispositifs de télémédecine dans les EHPAD, et on réfléchit actuellement à développer les usages de la télémédecine, notamment dans les EHPAD, mais pas que. L'accès aux soins pour la santé mentale et les urgences, c'est encore une fois, on essaye d'optimiser ces services d'urgence et ces services de prise en charge de santé mentale à travers le numérique. Et puis l'aide à la coordination, ça c'est très important. Il y a un gros projet en Normandie qu'on appelle e-parcours, c'est-à-dire que en fait, l'idée c'est de fédérer l'ensemble des professionnels de santé, de la ville, de l'hôpital, du médico-social, à travers une plateforme numérique unique où toutes les informations qui concernent votre prise en charge en tant que patient, en tant que résident, tout ça va être au même endroit pour que ce partage de données bénéficie au plus grand nombre. Le chantier numéro 3, les socles nationaux. Alors, certains d'entre vous ont peut-être eu avant un DMP, un dossier médical partagé. Aujourd'hui, cette fonctionnalité, elle est intégrée à Mon Espace Santé. C'est la place unique dans laquelle va converger l'ensemble des données de santé quand vous allez à l'hôpital, quand vous allez dans une structure médico-sociale. Tous les documents de santé qui sont générés ont vocation à aller à un endroit unique, sécurisé. C'est un produit de l'assurance maladie, c'est un produit souverain, les données sont en France, ultra sécurisées, et donc l'idée c'est que vous pouviez retrouver vos ordonnances, vos comptes rendus opératoires, vos comptes rendus chez le médecin, etc., etc. Il y a l'identité nationale de santé, c'est-à-dire que où que vous soyez soigné à Caen, à Marseille, à Strasbourg, vous avez la même identité patient, et ça c'est très important également. Les infrastructures régionales, évidemment, toute cette
tout ce numérique, il est basé sur des infrastructures techniques, et donc on veille aussi à ce que ces infrastructures restent debout et offrent une continuité de service. Les usages éthiques, bien évidemment, parce que, et on en parle beaucoup, par exemple sur la télémédecine, on en a énormément parlé. L'expérience du patient, c'est quelque chose qui est très important pour nous, parce que si la télémédecine ne se développera que si vous y avez recours, et vous irez vers la télémédecine si votre expérience est correcte, et plus que correcte. Et puis enfin, l'écologie numérique, c'est un sujet aussi assez nouveau. L'idée, c'est de soigner avec sobriété, et je pense que ça rend service aussi aux seniors de savoir que le monde qu'on va laisser à leurs petits-enfants sera meilleur que celui auquel on nous prédestine aujourd'hui. Donc on essaie de faire un effort pour faire en sorte que le numérique ait un impact réduit sur la planète. Chantier numéro 4, je vais le faire très rapidement, mais l'idée c'est de protéger les structures de santé, parce que si vous êtes patient dans un hôpital et que du jour au lendemain l'hôpital n'est plus en capacité de vous soigner, on a un vrai problème. Aujourd'hui, les cyberattaques, c'est quasiment un hôpital je crois que c'est 30 hôpitaux ces 2 dernières années qui ont été attaqués, avec parfois une impossibilité de faire la mission de soins, et ça pour tous les patients, c'est un vrai problème. La réponse à incident, c'est la manière dont nous, on va accompagner les structures. Et puis la sensibilisation, c'est apprendre encore une fois aux professionnels de santé à se défendre contre la menace. Et puis le dernier sujet, pour ne pas trop dépasser, là, c'est le patient numérique, c'est vous. L'appropriation de mon espace santé, j'espère que vous connaissez tous mon espace santé. Il y a donc ce fameux dossier médical partagé. Il y a aussi une messagerie sécurisée qui vous permet de discuter avec les professionnels de santé qui s'occupent de vous. Il y a plein de choses. On peut suivre ces vaccins, on peut faire des bilans, on peut avoir accès à des applications tierces, avoir un calendrier avec tous les rendez-vous, etc. Donc c'est vraiment le carnet de santé plus. Je vous encourage tous, si ce n'est pas fait, à l'activer et à l'utiliser. C'est un très joli produit, et encore une fois, c'est un produit français, 100% français et 100% sécurisé. Et puis l'inclusion numérique, évidemment, puisque c'est dans notre conviction, il n'est pas question d'abandonner personne sur le bord de la route du numérique. Donc on va chercher les gens les plus éloignés du numérique, parce que tout le monde doit bénéficier de ces apports. Et voilà. Merci Monsieur Richard, en timing c'est parfait, j'ai même pas besoin de me faire... Comme disait Monsieur Guérin tout à l'heure, vous tirez les cheveux. J'ai pas besoin. Merci beaucoup. Voilà. Et au travers de des intervenants qu'on va avoir tout à l'heure, tout de suite, plutôt, vous allez pouvoir avoir l'illustration aussi concrètement de ce que Monsieur Richard vient de nous partager. Et de ce fait, voilà. Mes données de santé, c'est quoi ? Madame Régnier, je vous laisse nous expliquer, illustrer ce que l'on fait sur le département. Oui, tout à fait, merci beaucoup. Donc en effet, ça fait une bonne transition avec l'intervention précédente, puisqu'on parlait des données de santé. Donc les données de santé, qu'est-ce que c'est ? Bon, on a la définition très très légale qui veut dire que les données de santé sont en fait toutes les informations relatives à la santé physique ou mentale, passée, présente ou future d'un individu. Donc en somme, toutes les informations qui vont lui permettre d'avoir des informations sur sa santé. Bon, concrètement, ça veut dire quoi ? Les données de santé, en fait, c'est très 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 large, et ça inclut par exemple votre fréquence cardiaque, le poids, l'âge, le sexe, le taux de glycémie ou autre. C'est vraiment toutes les informations qui participent à améliorer votre santé, vos prendre en charge, etc. Alors, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que les données de santé, elles ont différents usages. Donc, il y a l'usage, le premier auquel tout le monde pense, et vous notamment, c'est l'usage primaire pour le soin. On évoquait mon espace santé, c'est une illustration de l'usage primaire. C'est toutes les données qui vont être dans votre fameux espace santé vont vous permettre de mieux vous soigner, de suivre votre parcours, d'aider vos professionnels de santé à vous prendre en charge d'une façon la plus optimale possible. Mais ces données-là, elles ont aussi ce qu'on appelle une seconde vie, et ça, c'est un cas d'usage qui est souvent moins connu, c'est l'utilisation pour la recherche. C'est pour ça qu'on parle de seconde vie des données de santé, c'est de se dire, ok, donc les données de santé sont générées, c'est le cycle de vie de la donnée, elles sont stockées et utilisées pour vous soigner, mais elles peuvent être réutilisées par d'autres personnes pour notamment faire de la recherche. Et la recherche, elle va bénéficier à qui ? À vous tous en fait. C'est de se dire, il y a les données de santé pour une personne, pour le soin, mais en fait les données de santé, là par exemple à l'échelle de la salle, de vous tous, si on prend tous vos données de santé, donc à l'échelle même de la région Normandie, on peut avoir des statistiques, on peut faire des études, des analyses sur vos données pour pouvoir mieux comprendre comment l'état de la population actuelle en Normandie
Normandie ou à l'échelle de la France ou autre, et mettre en place derrière des projets plus personnalisés à partir des données de santé pour faire par exemple de la médecine personnalisée et mieux vous soignez-vous en tant qu'individu et à partir de vos propres caractéristiques et celles de la population dans laquelle vous êtes. Donc ça, c'est un usage qui en effet moins connu aujourd'hui. Et comment ces données-là sont utilisées, on parlait de sécurité aussi tout à l'heure, là c'est la même chose. Évidemment, on n'accède pas à vos données comme ça, tout le monde ne peut pas y accéder. Il y a des choses qui sont mises en place en France et des programmes pour accompagner ça. Donc en France, on a donc le Health Data Hub, donc la structure dans laquelle je travaille, qui est donc la plateforme des données de santé, qui est un groupement d'intérêt public qui est rattaché au ministère de la Santé et qui a pour vocation de mettre en place la stratégie nationale des données de santé, et notamment dans le cadre de la recherche avec le fameux SNDS, qui est le Système national des données de santé. Donc c'est quoi ce SNDS? C'est en fait une grande base de données de santé qui regroupe différentes petites bases de données. Donc on va avoir notamment toutes les données de remboursement de soins. Donc quand vous allez chez votre médecin, à votre pharmacien, votre dentiste ou autre, vous donnez votre carte vitale et il y a un remboursement qui est effectué, et ces données-là se retrouvent dans une base de données qui est gérée par l'assurance maladie. Ces données sont utilisées initialement pour vous soigner vous et pour vous rembourser notamment. Et ces données-là peuvent être réutilisées par deux personnes, et j'interviendrai sur ça juste après, pour justement faire des projets de recherche d'envergure nationale notamment, mais aussi régionale si on prend le cas concret de la Normandie ici. Et donc comment ça se passe concrètement? Nous, au Health Data Hub, on accompagne les porteurs de projets, donc ça va être des chercheurs, des professionnels de santé, des associations de patients également qui mènent des études sur le sujet pour accéder plus facilement, mais aussi de façon sécurisée, unifiée et transparente à ces données de santé pour mener leur propre projet de recherche. Donc, nous, en tant qu'HDH, on agit comme guichet où on va recevoir le protocole d'étude du porteur de projet et on va faire tous les allers-retours réglementaires et légales nécessaires pour pouvoir derrière faire en sorte que le porteur de projet accède dans les plus brefs délais à ces données-là de santé pour mener leur propre projet de recherche. Et en effet, sur la thématique du bien vieillir, évidemment, il y a plein de projets qui peuvent être accompagnés, et c'est d'ailleurs le cas. Au côté Health Data Hub, on a beaucoup travaillé aussi avec la région Normandie et le Data Lab Normandie sur des appels à projets ou autres sur certains sujets. Et sur le côté prévention bien vieillir, je peux vous donner par exemple un petit exemple pour faire un cas concret et illustrer un peu ces propos-là. L'un des projets que l'on accompagne au HDH, c'était l'un des premiers qui a fait un petit peu ses preuves, et c'est pour ça que je le donne comme exemple. C'est assez intéressant. Donc c'est le projet Hydro qui est porté par la start-up Implicity et accompagné donc par le HDH, le Health Data Hub, et qui a vocation en fait de réduire le nombre de crises d'insuffisance cardiaque qui mènent à une hospitalisation, donc pour les personnes âgées mais pas que. Et donc comment ça se passe concrètement? Eh bien, on a pris les données de santé des patients qui avaient un pacemaker et qui étaient suivis par la start-up Implicity, et on a croisé ces données-là aux données du Système national des données de santé pour voir un petit peu quels patients étaient hospitalisés suite à une crise d'insuffisance cardiaque. Et en fait, le chaînage, donc le mélange, l'assemblage de toutes ces données-là ont permis de créer un algorithme. Alors, c'est un petit mot un peu complexe. Un algorithme, c'est quoi? C'est toute une formule mathématique qui, à partir des données de santé, va permettre de produire un résultat. Donc on le nourrit de données, on lui donne une première entrée et il va nous donner une sortie. Et donc c'est ça un algorithme. Et là, donc il est basé sur de l'intelligence artificielle. On en parlait tout à l'heure. Et donc cet algorithme permet en fait de mieux suivre les patients qui sont porteurs de pacemaker et d'alerter le soignant, le médecin, quand l'algorithme va détecter en fait des signes précoce d'insuffisance cardiaque. Et donc le médecin là va pouvoir agir en amont. Donc par exemple, ça va être de challenger et d'améliorer le traitement du patient pour faire en sorte que la crise d'insuffisance cardiaque n'aboutisse pas. Et donc, in fine, il y a plusieurs bénéfices. Il va y avoir à la fois, on protège le patient et on lui évite cette crise d'insuffisance cardiaque, donc on améliore sa santé, on améliore sa qualité de vie, et également, on réduit le nombre d'hospitalisations à cause de ces insuffisances cardiaques, donc on agit aussi sur le système de santé. Donc là, voilà un petit exemple de projets qui peuvent être réalisés à partir des données de santé, d'où aussi l'importance de ce partage des données de santé pour d'autres utilisations que le soin primaire, qui est l'utilisation pour la recherche. Tout d'abord, donc les centres de prévention Agirc-Arrco de Normandie, c'est 2 centres, un à Rouen et un à Caen.
Donc vous comprenez bien que, étant à Saint-Lô, c'est des fois compliqué. Donc nous avons mis en place la téléconsultation à disposition donc de tous les Normands pour pouvoir accéder donc à nos bilans de prévention en santé. Nos bilans de prévention en santé, c'est 2 heures de rendez-vous. 2 heures, c'est beaucoup. C'est 1 heure avec un médecin et 1 heure avec une psychologue pour faire un point complet sur sa santé. Le binôme médecin et psychologue vont rechercher des facteurs de risque, rechercher des fragilités médicales ou des vulnérabilités psychosociales. Et puis, ils vont vous restituer à la fin du rendez-vous des préconisations personnalisées, donc des recommandations en santé pour améliorer votre qualité de vie et surtout donc vivre plus longtemps et surtout en bonne santé et rester autonome le plus longtemps possible. Donc ce bilan est gratuit. Il est financé par les caisses de retraite complémentaires. Il peut être réalisé à partir de 50 ans, dès lors qu'on cotise à l'Agirc-Arrco ou qu'on a cotisé à l'Agirc-Arrco. Donc on peut être encore actif ou retraité. Les conjoints peuvent également en bénéficier, même s'ils ne sont pas dans la filière Agirc-Arrco. Et petite précision, même pacsé, ça marche, ou en vivant sous le même toit, ça marche, avec la même adresse, puisqu'on n'est plus forcément mariés. Et puis, c'est également à disposition des aidants familiaux, et là, pour le coup, c'est sans limite d'âge. Ces bilans peuvent être réalisés tous les 3 ans, donc que ce soit donc en présentiel, en téléconsultation ou par téléphone également, lorsqu'on n'a pas accès au numérique. Sur la slide suivante, s'il vous plaît. Donc les thématiques qui sont abordées dans ce bilan de prévention, alors bien entendu on va reparler de vos antécédents personnels, également des antécédents familiaux, de vos vaccinations, les traitements, les pathologies en cours, et puis bien sûr les dépistages en cancer, et on va aborder d'autres thématiques comme la nutrition, l'activité physique, la gestion du stress, la qualité de votre sommeil, la mémoire, parfois c'est difficile, les liens sociaux, et puis aussi du suivi médical régulier. Voilà. Donc c'est vraiment très complémentaire donc, du médecin traitant. C'est vraiment un petit plus pour justement être vraiment dans la prévention. Pour prendre rendez-vous, c'est très simple. Donc, une journée comme aujourd'hui, je vous invite après à nous rejoindre sur les ateliers pour pouvoir accéder donc à des renseignements où il y a une prise de rendez-vous sur place si vous le souhaitez. Vous pouvez également, suite avec notre petit flyer, remplir le coupon réponse. Et puis, vous pouvez également téléphoner, prendre rendez-vous sur Doctolib, nous retrouver également sur le site internet ou prendre rendez-vous par mail. Voilà. Madame Levergeois, donc si je comprends bien, en fait, vous nous incitez tous, qu'on soit jeune ou moins jeune, à aller activer notre espace santé, parce que je pense que vous avez sûrement des petits-enfants à la maison, et puis, bien sûr, les parents ont oublié le carnet de santé du petit loup. Là, en fait, si c'est actionné, vous pouvez tranquillement aller chez le médecin, il saura quel traitement il a eu au préalable. C'est exactement ça. Ça a été le cas par exemple pour ma fille. Quand moi j'étais, je vous présentais tout à l'heure le cas de SOS Médecin. J'étais pas à proximité de chez moi, et donc voilà, ça a été le cas pour ma fille, mais ce qui a permis de faire un suivi après avec le médecin traitant sur le traitement qu'il avait donné, sur les antibiotiques qui avaient été donnés, tout ce qui s'ensuit. Donc oui, non, c'est vraiment multigénérationnel. Alors ça touche davantage, je trouve, les seniors, parce que souvent les multipathologies arrivent avec l'âge. Et là, c'est là où ça peut être compliqué sur les traitements, vérifier qu'il n'y ait pas de problématiques dans les multiples professionnels de santé que vous allez rencontrer. Et donc ça permet de fluidifier aussi toute cette prise en charge qui parfois est compliquée aussi pour les professionnels de santé. Voilà. J'ai encore une intervenante, mais j'ai osé poser une question. Alors je vous laisse parler, madame. Je vais faire le relais. Non, merci. Merci.
Merci. Alors, est-ce que, enfin, moi, je viens de le vivre tout récemment, parce que bon, l'espace santé est ouvert depuis longtemps, et là, j'ai eu la désagréable surprise la semaine dernière d'apprendre que, ben, en fait, le médecin, enfin, c'était une femme chirurgien, et ben, qui m'a dit non, moi, rien de tout ça, il faut un système particulier. Alors, est-ce que ça marche uniquement avec les professionnels du service public et que tous les professionnels privés, c'est plus compliqué pour eux? Alors, on m'entend? Oui, on m'entend. Oui. C'est une très bonne question. Effectivement, on a rencontré des difficultés technologiques, techniques. C'est-à-dire que chaque professionnel de santé, alors il n'y a aucune différence entre le public et le privé. Chaque professionnel de santé a son propre logiciel de carte dans lequel on insère la carte vitale, puisque c'est avec le numéro de sécurité sociale que tout se joue. Et en fait, il faut effectivement que son logiciel soit compatible. Donc c'est ce qui a dû se passer avec du coup votre chirurgienne. À l'heure d'aujourd'hui, il y a eu énormément de progrès là ces derniers temps sur justement la compatibilité et l'accompagnement des professionnels de santé aussi sur l'utilisation, parce que eux, c'est pareil, ils sont démunis aussi, et l'idée c'est aussi de les accompagner par rapport à ce que ça soit fluide pour eux, puisque quand ils ont plusieurs consultations, si on veut que ça soit quelque chose d'accessible pour eux, il faut que ça soit simple. Donc ça fait partie, oui, effectivement, des choses. Et donc je sais que moi, par exemple, je vous parle de mes expériences personnelles, mais mon propre médecin traitant, il était pour, mais son logiciel pouvait pas le faire. Le jour où il a pris contact avec son service, derrière ça a été, et maintenant il le fait en automatique. Mais oui, effectivement, il y a une connexion des logiciels à faire. Après, plus ça va et plus c'est quelque chose qui est devenu, qui s'harmonise et qui devient la norme. Donc ça devrait être de plus en plus le cas, et on devrait de plus en plus avoir de messages qui nous disent il y a eu un document qui vous a été déposé sur votre dossier. Merci. Merci Madame Levergeois. Pour terminer cette conférence, Madame Maude Legarçon qui travaille au département de la Manche, va nous expliquer comment trouver du soutien et se faire accompagner pour développer ses compétences sur le numérique au sein du département de la Manche. Madame Legarçon. Bonjour à tous. Alors je veux bien la diapo s'il vous plaît. Donc moi je vais vous parler de deux dispositifs qui existent sur le département, donc les France Services et les Manche Services. Donc c'est peut-être des noms ou des structures que vous avez déjà fréquentées. En fait, l'objectif de ces deux structures, c'est d'accompagner les habitants, mais tout habitant, jeune, moins jeune, c'est ouvert à tous, pour accompagner donc dans les démarches administratives du quotidien. On le sait, les démarches administratives, c'est de moins en moins en papier, de plus en plus en numérique, et on y arrive en papier, ça peut être plus compliqué en version numérique. Donc les France Services, c'est un dispositif qui s'est déployé à l'échelle nationale. Il y a ça dans le département de la Manche, mais vous l'avez dans tous les départements de France. C'est des agents France Services, qui sont embauchés soit par des collectivités locales, soit par un des 11 partenaires France Services. Donc les agents France Services, ils sont formés quand ils prennent leur poste aux différents dispositifs. Donc les 11 partenaires, c'est la CPAM, la CARSAT, la MSA, la CAF, France Travail qui était avant donc Pôle Emploi. Vous avez également le ministère de la Justice, l'Agence nationale des titres sécurisés, le groupe La Poste, les finances publiques, la Banque de France et aussi le dispositif France Rénov'. Donc vous pouvez aller dans un des France Services du département pour être accompagné pour ces démarches-là. Dans une France Service, vous avez aussi la possibilité, donc les agents France Service ont des lignes directes pour joindre les partenaires. S'ils ne sont pas en capacité de répondre à vos questions sur votre dossier, ils peuvent appeler en directement les partenaires pour avoir les réponses. Et si c'est un peu plus compliqué, ils passent la main aux partenaires. Il y a aussi la possibilité d'avoir des rendez-vous en visio dans une France Service. Si l'agent de la France Service il n'est pas en capacité de répondre à votre
question parce que ça nécessite un rendez-vous avec un conseiller, il peut soit vous proposer de vous réorienter vers le conseiller, vers l'organisme en question, soit un rendez-vous en visio pour la CAF, la MSA, la CARSAT ou la CPAM dans la France Service. Donc plutôt que ce soit à vous d'aller vous déplacer dans l'antenne locale CAF par exemple, vous allez pouvoir avoir un rendez-vous dans la France Service et le conseiller France Service va pas vous laisser tout seul face au matériel informatique, mais il va vous accompagner pour mettre en route le matériel. Dans les France Service, il y a aussi des ordinateurs, des imprimantes et des scanners qui sont mis à disposition. Donc soit vous avez besoin d'envoyer un document, mais vous savez pas comment faire, ou vous n'avez pas le matériel chez vous, vous pouvez aller dans la France Service et soit tout seul, vous allez pouvoir utiliser l'ordinateur, imprimer ou scanner votre document, soit l'agent France Service va pouvoir vous accompagner. Les manches services, donc c'est un dispositif qui existe dans le département, qui est propre au département de la Manche. Là, on est sur des agents qui ont d'autres missions, qui travaillent soit au sein d'une mairie, soit au sein d'une association et qui ont eux aussi reçu une formation pour vous accompagner dans vos démarches. Alors là, uniquement auprès de 5 partenaires, la CPM, la CARSAT, la MSA, la CAF et France Travail. Alors la formation pour un agent manche service, elle est moins complète, que pour un agent France Service. Pour autant, un agent manche service, il va être en capacité, par exemple, de vous aider à créer un portail sur le site créer un compte par exemple sur le site de la MSA, ou alors vous avez reçu une notification vous disant j'ai un document sur mon compte mais vous ne savez pas y accéder. L'agent en service, il va être en capacité de vous aider à faire cette démarche là. J'ai mis dans les petites bulles quelques exemples de questions. Par exemple, j'ai une demande à faire pour renouveler ma carte d'identité, mais c'est compliqué, je ne sais pas comment faire. Je peux aller dans une France Service et l'agent de la France Service, il est formé, il est habilité pour m'aider à faire ma première demande ou mon renouvellement de carte d'identité ou de passeport. Les déclarations de revenus, là c'est pareil, c'est maintenant sur un portail en ligne. Vous avez la possibilité d'aller dans l'agence France Service la plus proche de votre domicile pour être accompagné pour faire votre déclaration de revenus. J'ai mis également donc les demandes de remboursement de soins. Je dois aller sur mon compte Amélie, je ne sais pas faire. J'ai besoin d'être accompagné, d'être assuré. Je peux aller dans une France Service ou dans une manche service pour être accompagné pour ça. Dans une manche service, vous avez également des matériels qui sont mis à disposition, ordinateurs, scanners, imprimantes. Sur les France Service, je ne l'ai pas précisé, il y a une cartographie qui va s'afficher avec les différents lieux. Vous avez sur le territoire de la communauté de communes de Coutances-Mer et Bocage un bus France Service qui sillonne les routes de l'intercommunalité pour venir en fait dans les différentes communes et puis accompagner les habitants pour les aider dans leur démarche. Vous avez également un système de bus qui existe sur l'agglomération du Cotentin, dans le nord du département. Donc sur cette cartographie, vous avez les petits points rouges qui correspondent aux 33 France Service plus les 2 bus. Et en vert, aujourd'hui, les manches service, il y en a 8 de déployés dans le département. Donc l'idée, c'est que les manches service puissent se déployer en complément des France Service. Les France Service, c'est normalement une par canton. Pour autant, une par canton, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui habite un peu loin du chef-lieu de canton, si la France Service est dans le chef-lieu de canton, c'est pas forcément évident de se rendre dans cet endroit-là. Donc la manche service vient compléter et puis vient au plus près des habitants. Voilà sur les France Service et les manches service. Et j'ai encore une petite diapo sur les conseillers numériques. Juste pour... Oui, allez-y. Juste pour pour insister sur les compétences de nos conseillers France Service, ils ont des formations en continu. Voilà. Donc quand on entend parler d'un nouveau dispositif, nos conseillers France Service sont formés justement par les différentes ou administrations ou services qu'on vous a présentés. Donc franchement, n'hésitez pas à y aller et à le promouvoir aussi auprès de vos enfants et de vos petits-enfants, parce que ça peut aussi être très très utile d'ouvrir mon espace santé dans une France Service. Voilà, c'est surtout les jeunes adultes.
je parle en tant que maman expérimentée du sujet. Voilà, non, mais voilà, juste blague à part. Franchement, on a sur le département de la Manche une couverture qui est fantastique. Usée, abusée. Voilà, allez poser vos questions. Il y a aucune question qui n'est pas pertinente. En fait, pour vous, votre question, c'est que vous avez une problématique. Voilà, la question peut paraître bête, entre guillemets, elle l'est absolument pas, parce que derrière, ça vous permet de ne pas pouvoir bénéficier peut-être d'un dispositif auquel vous avez droit. Donc vraiment, poussez les portes des France Service. Vous avez vu les logos des manches service. Si vous avez un smartphone, si vous êtes un peu sur Internet, voilà, vous allez trouver les horaires. Vous avez trouvé, on a même une adresse email, si jamais vous souhaitiez, voilà, pour le suivi, vous voulez envoyer un élément pour que le conseiller France Service vous aide dans vos démarches de premier niveau. Et en effet, ils ont des numéros spécifiques pour escalader au plus vite. Vraiment, je vous incite à utiliser et user de ce dispositif qui associe le numérique. Donc c'est ce que l'on parle tout de suite, voilà, du numérique et du bienveillant, et le physique, parce qu'on a des gens qui sont à votre disposition, qui sont formés, qui sont extrêmement bienveillants. Si je vous en parle, c'est parce que forcément, alors moi je suis déléguée territoriale à la Poste, et on a 4 bureaux de poste dans le département de la Manche. On a des collaborateurs donc, qui sont formés. Donc n'hésitez pas, même dans un bureau de poste, quand il y a écrit France Service, voilà, vous allez trouver aussi de l'accueil et de la bienveillance et de l'appui et du soutien pour vos questions du quotidien. Et c'est vrai que souvent, quand on en parle autour de nous, c'est pas. Il y a eu des campagnes nationales, il y a eu une campagne départementale, mais c'est des dispositifs qui sont pas suffisamment connus et vraiment qui apportent un service de qualité au plus proche du domicile et pour des démarches administratives qui touchent tout le monde. Bref, si on veut tenir le timing, on va passer au sujet des conseillers numériques. On retient le timing. Donc les conseillers numériques, donc là aussi, service qui maille un peu le département. C'est des professionnels qui sont formés également pour accompagner les habitants dans l'utilisation. Alors ça va, je parle sous contrôle de conseillers numériques qui sont dans la pièce et vous aurez ensuite un atelier si vous voulez en savoir plus. Donc c'est à la fois pour accompagner les gens dans, par exemple, la prise en main d'outils. On m'a offert un smartphone à Noël, c'est super, j'ai hâte d'avoir des visios avec ma famille, mais je ne sais pas l'utiliser. J'ai un ordinateur portable à la maison, mais j'ai des difficultés pour l'utiliser ou pour faire des recherches sur Internet, pour installer des logiciels, des applications. Donc les conseillers numériques sont là pour pouvoir vous aider. C'est à la fois sous la forme de rendez-vous individuels. Il y a également des ateliers thématiques qui peuvent être proposés. Il y a un certain nombre de permanences qui sont organisées dans différents lieux. Le département de la Manche dispose aujourd'hui de 9 conseillers numériques qui sont implantés, si je puis dire, dans les différents centres médico-sociaux du département. Donc les centres médico-sociaux, il y en a dans tout le département. Ils font aussi des permanences. Il y a 50 lieux de permanence sur tout le département. Et puis pour des personnes qui ont des difficultés pour se déplacer, il y a également des possibilités de faire des visites à domicile. Donc là, je parle des conseillers numériques du département, mais il y a aussi des conseillers numériques qui sont portés par des mairies, des associations. Donc voilà, pour être aidé à la fois dans les usages quotidiens du numérique, pour sensibiliser aussi aux enjeux du numérique. Il peut y avoir des ateliers, par exemple, prévention des arnaques. Enfin, les sujets sont vraiment très variés. Et ça peut aller aussi jusqu'à accompagner les gens pour les rendre autonomes dans la réalisation de démarches administratives. Voilà ce que je pouvais vous dire. Et on est large pour que vous puissiez poser toutes les questions qui vous seraient venues à l'esprit et que je ne vous ai pas permis de poser. Je vais descendre. Donc, c'est très intéressant de voir aussi qu'au-delà de France Service, vous avez Manche Service, donc ce qui vous donne une offre déjà très importante. Mais la personne qui ne se déplace plus, et là je viens de découvrir hier à l'occasion d'un anniversaire dans ma famille, ma tante m'a dit ça y est, j'ai vendu la voiture, et donc je lui dis ça doit rassurer tes enfants, et donc elle est encore complètement cohérente, il n'y a pas de souci, mais effectivement elle ne conduit plus. Donc quand vous habitez en campagne, c'est tout le problème du kilomètre, du dernier kilomètre. Et est-ce que vous avez des personnes qui se déplacent au domicile
en complément de votre offre qui est déjà, c'est vrai, très importante. Oui. Alors, je vous disais sur les France Service et Manche Service, il y a un maillage départemental. Dans les visites à domicile, à ma connaissance, donc c'est les conseillers numériques du département qui vont pouvoir aller faire des visites à domicile pour des personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Génial. Ça, c'est une offre, ouais. Super.